Bienvenue dans ce nouveau numéro de Crise et Identité. Créée avec enthousiasme en 2002, la Cour pénale internationale est depuis sous le feu croisé des critiques. D'une part, les grands pays comme les États-Unis rejettent le projet de la CPI qu'ils considèrent comme une ébauche de justice supranationale qui échappe à l'autorité des États. De l'autre, l'Union africaine, qui juge totalement inacceptable la manière injuste dont elle traite l'Afrique, l'accusant même d'humilier le peuple de ce continent, transgressant notamment la souveraineté des États. Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba, Bosco Ntaganda, Charles Blé Goudé et j'en passe, les Africains seraient-ils victimes d'un délit de sale gueule où seule l'Afrique a le monopole des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale? Pour en parler, nous recevons Verlaine Issaka Dagnossi, chercheur au Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés, auteur d'un ouvrage La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique, des préjugés aux réalités. Merci, Monsieur Dagnossi, d'avoir accepté notre invitation. Alors, la CPI a mauvaise presse en Afrique. Comment expliquer le désamour pour cette Cour que les Africains ont contribué à opérationnaliser? Les Africains sont les premiers à avoir signé le traité fondateur, le traité de Rome de la Cour pénale internationale. Oui. Merci Rajoul, merci aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. La fronde entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale s'explique par plusieurs raisons. D'abord, tout est parti des mandats faits des saisines par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a déféré la situation au Soudan et en Libye devant la Cour pénale internationale. Et il s'est fait que le président Omar el-Béchir, par exemple, qui est poursuivi par cette Cour par 2 mandats successifs, est un président en exercice. Et l'Union africaine estime que le Conseil de sécurité ne devrait pas déférer des situations africaines contre des présidents en exercice à la Cour pénale internationale. Donc tout est parti de là. À cela s'ajoute le fait que on a constaté que la plupart des poursuites engagées aujourd'hui par cette Cour pénale qui se voulait internationale ou qui se veut internationale sont concentrées sur les Africains, sur les ressortissants du continent africain. À partir de ce moment, les voix se lèvent pour se demander si cette cour est dressée contre les Noirs, contre les Africains ou non. Justement, je pense que c'est le motif de votre travail. Dans votre ouvrage, vous êtes attaqué à la déconstruction d'un certain nombre de préjugés qui portent sur la Cour, notamment le fait que cette justice soit sélective. Selon vos recherches, est-ce que effectivement c'est vrai? Il y a un acharnement contre les dirigeants africains? Mes recherches m'ont permis de comprendre que, effectivement, la fronde ou le désamour entre beaucoup d'Africains ou une partie de l'opinion publique africaine et la Cour pénale internationale est fondée sur des préjugés. Mais derrière ces préjugés, il se cache des réalités. Et j'ai essayé, dans mon ouvrage, de ressortir toutes ces réalités-là. La première réalité, c'est que l'action de la Cour pénale en Afrique, la Cour pénale internationale en Afrique, n'a rien d'illégal. Eh bien, c'est une action juridiquement fondée, légalement justifiée, et parce que les États africains ont ratifié massivement le traité de Rome portant création de cette Cour pénale internationale, dès sa création en 98. Et à partir de ce moment, ça veut dire que la Cour pénale internationale est fondée à venir mener des enquêtes, à ouvrir des situations, à engager des poursuites contre les auteurs probables, les auteurs présumés des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre sur le continent africain, du moins dans les pays ayant reconnu sa compétence. Maintenant, à côté des États partis qui ont ratifié son statut, il se fait que le Conseil de sécurité aussi a le droit de saisir cette cour-là au fin d'enquêter dans une situation qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationale. Les États africains étant membres de la Charte des Nations Unies, étant membres de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, sont tenus au respect des décisions prises par les organes principaux, dont le Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. Donc, à partir de cet instant, la Cour pénale internationale agit en toute légalité dans les pays concernés, du moins en Afrique, pour le moment. Et à partir de ce moment, je pense que c'est une réalité que beaucoup
ignorent. La deuxième réalité aussi, c'est que il y a des crimes qui se commettent en Afrique. Il y a des conflits armés qui sont des situations propices à des violations massives des droits de l'homme. Statistiquement, il se produit plus de crimes en Afrique que sur les autres continents. Je ne donnerai pas de statistiques, mais je crois que les faits sont là. Mais il y a une surreprésentation des criminels africains au niveau de la Cour. C'est à croire que sur les autres continents, il ne se passerait pas de crimes. C'est un constat partagé, c'est un constat collectif, et c'est pourquoi, dans mon livre, j'ai demandé que la CPI démocratise ses actions, au fin d'universaliser sa juridiction, au risque de l'africaniser. Alors, on observe une certaine surreprésentation des Africains dans le traité de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Oui. Est-ce que cette adhésion-là, elle est forcée ou elle a été volontaire? Parce que beaucoup de gens se disent, bon voilà, on a été forcé de signer, parce que beaucoup de pays, aujourd'hui, veulent se retirer de ce traité. C'est vrai que beaucoup de pays africains ont ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Il est vrai qu'à côté du volontarisme étatique qui a permis de signer une convention internationale, de la ratifier par la suite, il y a des facteurs parfois exogènes, des facteurs extérieurs qui poussent les États africains à ratifier des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Vous avez par exemple les accords ACP-UE, les accords de l'Union européenne, qui encouragent les États à lutter contre l'impunité, ce qui est tout à fait normal, qui encouragent les partenaires qui veulent bénéficier de l'aide à prendre des mesures respectueuses des droits de l'homme, à signer certaines conventions internationales, dont le traité de Rome de la Cour pénale internationale. Tout cela, à mon avis, est une bonne chose, dans la mesure où, en ratifiant le traité de la Cour pénale internationale, les victimes potentielles de graves violations des droits de l'homme se sentiront protégées, se sentiront en sécurité, étant donné que certains États, ou les États généralement, en Afrique, n'ont pas les moyens ou manquent de volonté pour poursuivre des auteurs de certains crimes graves qui troublent la conscience de l'humanité. Alors, est-ce que aujourd'hui, vu les critiques fondées ou pas, ça reste à l'appréciation de chacun, que les dirigeants africains adressent à l'égard de cette cour-là, on ne risque pas une sortie en bloc du continent du traité fondateur de la Cour pénale internationale. D'autant plus que d'autres actions sont menées au niveau de l'Union africaine à travers la Charte pour la démocratie pour concevoir et bâtir une Cour africaine qui sera chargée de juger les criminels africains. Je dirais que le fait que l'Union africaine exprime sa volonté de mettre en place une juridiction pénale africaine n'a rien à voir ou ne pourra pas être un argument suffisant pour un retrait en bloc des États africains du traité de la Cour pénale internationale. D'abord, ils n'étaient pas allés en bloc pour se retirer en bloc. Ils y étaient allés individuellement. Et donc, la dénonciation d'un traité se fait par un État. Et je crois aussi que la mise en place d'une juridiction pénale au niveau continental n'est pas incompatible avec le travail de la Cour pénale internationale, puisque la convention ou le traité de Rome de la Cour pénale internationale encourage les États à prendre des mesures pour poursuivre, enquêter et juger les auteurs des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est créée, conformément au principe de la complémentarité. Donc la Cour pénale internationale vient compléter le travail, vient en appui à la lutte contre l'impunité au plan national. Et ce n'est qu'en cas de défaillance des États, soit par manque de volonté ou manque de capacité à pouvoir juger les auteurs des crimes, que la CPI peut être appelée au secours. Alors, à partir de ce moment, moi je pense d'ailleurs que c'est une bonne nouvelle. Si cette Cour pénale africaine peut fonctionner, tant mieux. À la limite, elle pourrait réduire la marge de manœuvre de la Cour pénale internationale. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'impunité pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Que cette impunité soit combattue au plan national, c'est d'ailleurs ce qui est encouragé, tant mieux. Sinon, au plan international, elle sera combattue. En attendant l'opérationnalisation de cette Cour africaine-là, et vous, je veux votre avis personnel sur le sujet, est-ce que vous êtes favorable à plus de ces pays ou à moins de ces pays ou peut-être à mieux de ces pays? Est-ce qu'il y a des choses à réformer peut-être dans le fonctionnement de ces pays? Voilà. Je pense que, personnellement, il y a des choses à revoir
déjà dans le statut de la Cour pénale internationale. Non. Il y a des ouvertures qu'il faut donner, il y a des brèches qu'il faut ouvrir, et il faut aussi étendre la juridiction de la Cour pénale internationale à d'autres crimes. Et dans tous les cas, c'est une juridiction, c'est un statut qui est appelé à évoluer. Et les débats sont en cours, les discussions sont en cours. Il y a des réflexions qui demandent que le statut de Rome de la Cour pénale internationale soit révisé pour plus d'efficacité. Dans votre ouvrage, vous faites des propositions. Parmi celles-ci, en tout cas la proposition phare, c'est celle de démocratiser la CPI. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de démocratiser la CPI? Alors, démocratiser la CPI, ce n'est pas tout à fait ça. Démocratiser, que je demande à la CPI de démocratiser ses poursuites. Voilà, son fonctionnement. D'aller au-delà de l'Afrique. D'aller à du concret, de ne pas se limiter, de ne pas s'enfermer dans des examens préliminaires ou dans des analyses préliminaires pendant plusieurs années sans ouvrir véritablement des situations, la lenteur des procédures, voilà, la sélectivité, l'apparence des partialités, tout cela n'est pas de nature à fortifier les relations de confiance qui devraient exister entre la CPI et les populations, notamment les victimes, à la mesure où dans certains pays, certaines catégories de victimes estiment que cette CPI ne veut pas se pencher sur leur cas et préfèrent accorder plus d'attention aux victimes d'un autre camp, du camp adverse, etc. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui que la CPI doit revoir dans ses stratégies de poursuite. C'est par exemple quoi? Élargir la compétence de la CPI, élargir le spectre des crimes pour lesquels la Cour est compétente, ou peut-être élargir aussi, démocratiser la saisine, peut-être. Démocratiser aussi la saisine, faire en sorte que les associations des victimes, que la société civile puisse saisir cette cour-là lorsque des voies de recours internes sont épuisées, par exemple, afin d'éviter un déluge de saisines ou des saisines fantaisistes. Ça peut être une mesure de filtration des plaintes susceptibles d'être déposées devant cette cour. C'est vrai que ça paraît trop ambitieux, mais je crois que c'est tout à fait gérable, puisqu'on le fait devant les juridictions sous-régionales, les juridictions régionales, c'est tout à fait possible de transposer ces pratiques-là devant la Cour pénale internationale si on a la volonté de le faire, et à condition, voilà. Et si aujourd'hui la Cour avait la volonté de démocratiser ses poursuites, est-ce que on peut s'attendre un jour à ce que peut-être l'ancien président américain George Bush, qui a déclenché une guerre totalement injustifiable et injustifiée en Irak, ou le fait que Barack Obama aujourd'hui poursuit une campagne d'assassinats ciblés par des drones qui produisent quotidiennement des bavures. En Afghanistan, il y a cette attente dans de pays du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces gens-là, que les puissants un jour répondent aussi de leurs crimes? Alors, tout dépendra des révisions qui seront apportées au statut de la Cour pénale internationale. Mais il faut aussi savoir que ce sont les États qui rédigent les dispositions de ces statuts-là. Et je veux bien être optimiste, mais je crois qu'il serait extrêmement difficile que les États-Unis acceptent de coopérer avec cette cour-là, au point où des dispositions d'ordre général soient mises dans le statut afin de permettre à ce que cette cour puisse émettre des mandats d'arrêt, par exemple, contre les présidents des pays ou les anciens présidents, ou un ancien président américain, tout simplement, puisque les États-Unis n'ont pas encore ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Ils l'avaient signé, après ils ont retiré la signature au lendemain des attentats du 11 septembre, et ils ont engagé une offensive diplomatique contre la Cour pénale internationale aujourd'hui. Sur la base de ce qui existe actuellement, il serait difficile à la Cour pénale internationale de pouvoir engager des poursuites contre les présidents américains pour des actes commis à l'étranger. Les États-Unis, première puissance militaire, encore que économique, ça reste encore à voir. La Chine, la Russie, trois grands pays qui n'ont pas signé le traité de Rome, ou en tout cas pour les États-Unis se sont retirés. Pourquoi est-ce que le Togo, par exemple, devrait-il le signer? Dans ce le Togo l'a pas encore fait. Bon, on n'a pas les mêmes réalités, hein. Alors, vous êtes pour que le Togo le signe ou pas? Mais je suis pour que le Togo le signe. Je suis pour que tous les pays du monde entier signent le traité de la Cour pénale internationale. Mais l'avantage, c'est d'abord pour les populations.
pour les potentielles victimes des violations graves des droits de l'homme. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo en 2005. Si le Togo était un État partie au statut de la Cour pénale internationale, je suis sûr que certaines choses auraient pu être évitées. On ne serait pas allé jusqu'au niveau où on a connu, jusqu'au niveau qu'on a vu, hein, pour la crise togolaise en 2005. Vous savez, ce qui se passe généralement dans ces genres de situations échappe parfois au contrôle, hein, de ceux qu'on considère comme les numéros 1. Alors, pour moi, la ratification d'une convention internationale de ce genre, ou du traité de Rome de la Cour pénale internationale, aura un intérêt, un avantage dissuasif. Parce que ceux qui voudront se livrer par zèle à la perpétration de ces genres de crimes comprendront qu'un jour, ils pourront comparaître devant la Cour pénale internationale. Et à partir de ce moment, les dégâts seraient limités. Et donc, je pense que c'est très important que les pays du monde entier apportent tout l'appui politique nécessaire au fonctionnement d'une Cour pénale internationale véritablement universelle, véritablement mondiale, afin de lui donner plus démocratique, afin de lui donner plus de légitimité et de lui donner plus de crédibilité dans ses actions. Maintenant, à son niveau aussi, cette Cour aura à revoir ses pratiques, à revoir certaines de ses pratiques, afin de rassurer tout le monde, pour éviter de donner le sentiment largement partagé d'ailleurs, selon lequel elle serait dressée par les plus forts contre les plus faibles. Donc moi, je suis pour la ratification massive, sinon de tous les États, du statut de la Cour pénale internationale. Alors, vivement que la CPI redevienne ce qu'elle a été par vocation, la justice des faibles. Je rappelle que nous étions avec Verlaine Issaka Dagnossi, chercheur au Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés, auteur d'un ouvrage qui est paru cette année aux éditions L'Harmattan, La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique, des préjugés aux réalités. Alors, c'est la fin de ce numéro de Crise et Identité. Merci de nous avoir suivis.